Tout commence quand Dojin demande dans un chat pourquoi les webtoons modernes sont si génériques. Le système lui répond que c'est parce que ces histoires se vendent bien. Les créateurs et investisseurs évitent les risques et les lecteurs préfèrent les tropes familiers. L'IA ajoute qu'il existe des histoires dynamiques, mais Dojin soupire, réalisant à quel point le monde a changé. L'application taquine même Dojin, lui faisant remarquer qu'il aime aussi les histoires génériques, ce qui le fait sentir que sa vie est complètement figée. Il regarde les gens autour de lui et réfléchit à la monotonie de son quotidien, sans rien de nouveau. Dojin se demande si les choses vont changer après la graduation, car il a lu tant de webtoons qu'il n'y a plus rien d'intéressant à voir. Soudain, une jolie fille s'approche et lui demande enjoué s'il ne fait que regarder son téléphone toute la journée. Le gars la reconnaît immédiatement et crie le nom de Han Yui, la laissant surprise qu'il sache qui elle est. Dojin se rappelle que Han Yui est une camarade de classe super populaire, toujours entourée de gens à l'école. Il se souvient aussi avoir entendu qu'elle cartonne sur les réseaux sociaux, accumulant des likes sur ses photos et postant constamment sur ses sorties shopping. Comme Dojin utilise à peine les réseaux sociaux, il admet ne pas vraiment comprendre tout cet engouement. Il lui demande alors pourquoi elle lui parle et, confuse par sa réaction froide, elle décide d'abandonner. Elle lui rappelle qu'il partage un cours et sort son téléphone, faisant penser à Dojin qu'elle va lui demander son numéro. Au lieu de ça, Han Yui sourit et demande si elle peut emprunter une batterie externe parce que sa batterie est à plat. Il lui répond sèchement qu'il n'en a pas et la fille se plaint que Dojin sait vraiment comment ruiner l'ambiance. Elle lui demande si elle a dit quelque chose de mal, mais Dojin répète qu'il n'a vraiment pas de batterie de secours. À ce moment-là, Han Yui ne peut s'empêcher de rire de son sérieux. Elle se penche près de Dojin et lui demande s'il a vraiment pensé qu'elle allait lui demander son numéro. La fille continue de le taquiner, demandant si son cœur a battu en pensant qu'une fille aussi jolie qu'elle s'intéresserait à lui. Attends, elle pense vraiment être la protagoniste ici. Agacée, Dojin lui demande pourquoi elle continue de lui parler, la prenant complètement au dépourvu. Elle recule, disant qu'il n'est pas amusant et que traîner avec lui doit être la chose la plus ennuyeuse au monde. Il retourne à son chat, se plaignant de sa vie répétitive, et l'application suggère mystérieusement qu'il devrait partir en voyage. Dojin dit que voyager est difficile pour un étudiant ennuyé, mais le système répond qu'un voyage n'a pas besoin d'être un grand événement. Il insiste sur le fait que voyager semble être une corvée et qu'il n'irait que s'il y était contraint, ce à quoi le système demande simplement si c'est vraiment vrai. Tout à coup, l'application envoie un message disant que son voyage commence maintenant, laissant Dojin complètement perplexe. À ce moment précis, le chauffeur de bus remarque quelque chose d'étrange. Une lumière verte commence à envelopper tout le bus, tandis que Dojin et Han Yui commencent à paniquer. Une alerte apparaît sur son écran, annonçant que le système Chat IA est en cours de démarrage. Peu après, Dojin est vu effondrer sur le sol, complètement inconscient. Il commence lentement à reprendre ses esprits et peine à ouvrir les yeux. Dojin se redresse sur le sol du bus, gémissant de douleur et essayant de comprendre ce qui vient de se passer. Se tenant la tête, il se demande s'il y a eu un gros accident juste devant le véhicule. Elle dit qu'elle va bien, mais le gars répond froidement qu'il n'a jamais demandé. Agacée, elle lui rétorque qu'il aurait pu au moins prendre de ses nouvelles, mais elle est interrompue par un cri paniqué dans le bus. Un passager terrifié pointe vers l'avant du bus, suppliant tout le monde de regarder immédiatement. Les étudiants se tournent dans cette direction et se figent d'horreur à la vue. Le conducteur du bus a été brutalement empalé par un énorme tronc d'arbre. En panique, Dojin prend son téléphone et dit à tout le monde d'appeler une ambulance rapidement, mais Han Yui lui fait remarquer que ça ne fonctionnera pas. Elle tourne l'écran de son téléphone vers lui, montrant qu'ils n'ont aucun signal. Un des passagers commence à crier, demandant où ils ont bien pu atterrir. Il regarde par la fenêtre, notant qu'il n'y a que des arbres tout autour, totalement incapable de comprendre ce qui se passe, puisque le bus s'est arrêté au milieu d'une dense forêt, sans bâtiment ni route en vue. Un autre passager dit qu'il se sent mal pour le conducteur, mais qu'ils doivent se concentrer sur leur propre situation. Il exhorte tout le monde à se calmer, afin qu'ils puissent évaluer soigneusement ce qui se passe réellement. L'homme leur rappelle qu'ils étaient juste au milieu de la ville, et qu'ils se sont soudainement réveillés dans ce désert isolé juste après l'accident.
Il demande si quelqu'un a un téléphone qui fonctionne pour appeler à l'aide, mais un autre passager confirme qu'ils n'ont aucune réception. Réalisant qu'ils sont complètement coupés du monde, l'homme conclut qu'ils sont tous dans le même bateau et réellement perdus. L'homme prend les devants en tant que leader, avertissant que la nuit tombera rapidement dans les bois, rendant la zone extrêmement dangereuse. Il suggère que, laissant les enfants et les personnes âgées derrière, les adultes forment une équipe de recherche pour explorer le périmètre. Un gars anxieux demande s'il devrait simplement rester là, mais le leader le rassure en disant qu'ils ne s'éloigneront pas trop du bus. Alors que d'autres hommes se portent volontaires pour la recherche, Dojin pense que tant qu'il reste proche, rien de mauvais ne devrait arriver. Le leader dit au reste du groupe d'attendre à l'intérieur et ordonne fermement à tout le monde de ne pas sortir sous aucun prétexte. Han Yui loue le calme de l'homme, le qualifiant de leader naturel et disant qu'elle espère vraiment qu'ils reviendront avec une équipe de secours. Dojin acquiesce et demande avec une réelle inquiétude si elle va vraiment bien, se souvenant qu'ils ont tous les deux pris un coup à la tête lors de l'accident. Elle affiche un sourire confiant, affirmant qu'elle a une tête dure, ce qui fait que le jeune homme admire secrètement sa résilience et sa force. Soudain, l'expression de Han Yui change complètement et elle lâche une malédiction en colère, laissant Dojin totalement confus par ce changement d'humeur. Juste derrière eux, un gars couvert de tatouages se plaint bruyamment du manque de signal, tandis qu'une fille à ses côtés lui dit de se calmer. Dojin remarque qu'ils étaient aussi dans le bus et demande à Han Yui si elle reconnaît ce duo de fauteurs de troubles de leur école. Il explique que le gars est Kang Geon-woo, infâme sur le campus pour ses tatouages et les rumeurs qui le lient à des groupes louches. À côté de lui se trouve Yoon Ria, une élève modèle avec une réputation impeccable, laissant Dojin se demander pourquoi les deux traînent ensemble. Soudain, Jian-woo réalise qu'il est observé et leur crie avec arrogance, surprenant le duo. Le harceleur s'approche en exigeant de savoir pourquoi il chuchote en le regardant, tandis que Ria essaie de le retenir pour éviter une bagarre. Dojin fait semblant de ne rien comprendre et Han Yui commence à le photographier, menaçant de dévoiler son comportement agressif sur les réseaux sociaux. Jian-woo devient encore plus furieux à la provocation et crie, exigeant de savoir s'ils ont une idée de qui il est vraiment. Parfaitement calme, Dojin regarde le gars enragé et demande sarcastiquement s'il est censé être une sorte de célébrité. Le harceleur se fige, lançant un regard furieux à Dojin pour le culot du jeune homme. Dojin le fixe en retour, sans montrer la moindre peur ou hésitation face à la menace. Complètement sans voix devant le calme glacial de Dojin, Jian-woo se fait finalement traîner par Ria, qui lui dit fermement de laisser tomber. Han Yui tape Dojin dans le dos, remarquant qu'il est plutôt intéressant, et le remercie pour avoir agi comme son bouclier humain. Dojin se demande pourquoi Ria traîne avec Jian-woo, mais Han Yui lui demande juste de quel côté il est vraiment. Écartant la conversation, le jeune homme jette un coup d'œil à son téléphone mort, se demandant à quel point ils se sont enfoncés dans les bois pour ne pas avoir de réseau. Tout à coup, les yeux de Dojin s'écarquillent de choc alors que son écran commence à scintiller d'une manière bizarre. Il pousse un cri de surprise, attirant l'attention de Han Yui, qui s'approche en voulant savoir ce qui ne va pas. Le jeune homme fixe l'appareil avec incrédulité, incapable de comprendre comment cela se produit alors que les paramètres affichent toujours pas de service. Mais à la surprise de Dojin, l'application Chat AI fonctionne parfaitement et vient de lui envoyer une notification demandant s'il a besoin d'aide. Pendant ce temps, le chef de l'équipe de scouts utilise un morceau de bois pour marquer clairement un tronc d'arbre. Le gars en veste grise demande ce qu'il fait et l'homme explique qu'il laisse des repères pour qu'il ne tourne pas en rond. Il ajoute qu'il est incroyablement facile de perdre ses repères dans une forêt dense comme celle-ci, surtout une fois la nuit noire tombée. Le jeune homme complimente le savoir-faire du chef et le vétéran révèle que son service militaire a été difficile, ayant rejoint les forces spéciales parce qu'il aimait le défi. L'homme admet qu'il pensait que ces exercices de survie étaient inutiles à l'époque, ne s'imaginant pas qu'il les utiliserait réellement dans une crise aujourd'hui. Il essaye de rassurer le groupe en disant que de l'aide est en route, mais confesse secrètement qu'il s'inquiète pour sa petite amie qui l'attend chez lui. En levant les yeux vers la canopée imposante, le chef réalise qu'il n'a jamais vu ce genre de flore de sa vie, même en voyage à l'étranger.
Sachant que leur seule option est d'avancer, ils motivent l'équipe en disant que les équipes de secours doivent déjà les chercher. Un des gars essaye de détendre l'atmosphère, riant que survivre à un accident de bus est fou, bien que tout cela semble trop creepy. Soudain, le chef se fige après avoir repéré quelque chose qui bouge dans les buissons, mettant les autres hommes en alerte avec son silence. Il pointe devant lui, signalant qu'il y a quelque chose, suscitant à la fois curiosité et peur chez les hommes qui le suivent. L'homme chuchote avec choc que quelqu'un se cache dans les broussailles, croisant le regard d'une silhouette mystérieuse qui les observe depuis l'ombre. La nuit avance sous la lueur de la pleine lune, enveloppant la forêt mystérieuse dans une obscurité étrange et silencieuse. De retour au bus, Han Yui est assise, les bras croisés et un regard lointain, essayant de reprendre son souffle au milieu de toute cette tension. En même temps, Jianwoo et Ria essaient de se détendre dans leur siège, attendant patiemment des nouvelles de l'équipe de scouts. Pendant ce temps, Dojin commence à taper sur son téléphone, donnant au chat intelligent un compte-rendu détaillé de l'accident et de leur isolement. Il explique qu'ils ont besoin d'un secours urgent et demande si l'appli peut appeler les secours car il n'a pas de réseau. Malheureusement, le chat répond qu'il ne peut pas appeler de renfort, mais propose des manuels de survie détaillés pour des scénarios d'isolement extrême. Dojin refuse les guides et exige de savoir comment l'appli fonctionne dans une zone sans réception cellulaire. L'appli révèle alors que la connexion est active grâce à une énergie appelée mana qui circule abondamment dans toute la région. Complètement stupéfait par la mention du mana, Dojin apprend du chat qu'ils ne sont plus sur Terre, mais dans un royaume appelé le continent Karman. Dojin demande ce qu'est ce continent et l'appli répond que c'est un territoire d'un autre monde où le mana circule librement. Le jeune homme reste figé, commençant à transpirer à froid en essayant de comprendre à quel point cette situation est absurde. Il ronge nerveusement son pouce, répétant dans sa tête les termes étranges sur un continent inconnu où la vraie magie existe. Ses pensées sont interrompues lorsque Han Yui se lève, ce qui pousse Dojin à lui demander où elle va et pourquoi elle veut quitter le bus. Rougissant d'embarras, la fille murmure qu'elle doit aller aux toilettes, surprenant un peu Dojin. Agacée par sa réaction lente, elle rétorque que la nature l'appelle, faisant réaliser au garçon à quel point elle est inconsciente du danger à l'extérieur. Dojin la prévient sévèrement de ne pas s'éloigner, mais Han Yui répond qu'elle se moque de ses avertissements. Alors qu'elle se prépare à sortir, Yoon Ria l'appelle, et Han Yui se retourne pour voir ce que veut sa camarade. Yoon Ria lui propose gentiment de sortir avec elle, surprenant complètement la fille avec cette chaleur inattendue. Han Yui a l'air confuse, mais Yoon Ria explique doucement qu'il fait noir dehors et qu'il serait beaucoup plus sûr de rester ensemble. Enchantée par la compagnie, Han Yui attire sa nouvelle amie près d'elle et prend un selfie décontracté avec son téléphone. Elle suggère de se suivre sur les réseaux sociaux, mais Yoon Ria admet qu'elle les utilise rarement et Han Yui se rappelle rapidement qu'elles n'ont pas d'internet de toute façon. Les observant de loin, Jianwoo grogne sous son souffle à quel point il trouve agaçant de voir des gens agir si amicalement avec des étrangers. Dojin entend et rétorque en demandant s'il ne faisait pas exactement la même chose plus tôt, ce qui met le bully en colère. Jianwoo se lève agressivement, demandant si le MC a un désir de mort, tandis que Yoon Ria crie en panique, lui suppliant d'arrêter. Elle exige qu'il laisse tomber cette querelle enfantine tout de suite, tandis que Han Yui laisse échapper un soupir fatigué face à ce bazar. Déterminé à sortir, Han Yui allume la lampe de son téléphone pour éclairer le chemin, car il fait noir dehors. Le faisceau de la lampe traverse l'obscurité, frappant la fenêtre du bus juste au moment où les filles s'apprêtaient à sortir. Soudain, le faisceau révèle une créature au visage pâle d'un homme qui regarde à travers le verre, terrifiant les adolescents par son apparence inquiétante. Vous, Han Yui pousse un cri perçant qui résonne dans le bus, tandis qu'un gars paniqué demande qui est là à la fenêtre. Jianwoo suppose que c'est le chef des éclaireurs et crie pour qu'il entre, se plaignant qu'il fait peur à tout le monde sans raison. Suspicious, Dojin demande si l'homme est vraiment revenu, obtenant une confirmation impatiente de Jianwoo. Tremblante, Han Yui dirige la lumière directement vers le verre et supplie tout le monde de regarder, terrifié par ce qu'elle voit. La lumière révèle un monstre avec une tête humaine déformée, affichant un sourire horrible avec des yeux complètement vides et troublants.
Dojin et Han Yui figent de terreur en voyant la créature par la fenêtre. Un silence complet s'installe alors que tous regardent la créature trembler à la lumière de la lampe. Le monstre révèle sa forme entière, un corps massif d'insectes grotesques avec des ailes de papillon et des griffes acérées. Sans avertir, la bête déchire le toit du bus avec fracas, s'engouffrant à l'intérieur et plongeant les passagers dans la panique totale. Tranchant avec ses membres en forme de faux, la créature attaque brutalement quiconque essaye de se protéger. Une lueur bleue éblouissante envahit l'intérieur du bus alors que le monstre s'attaque aux passagers piégés. Les fenêtres se brisent, tandis que les gens hurlent de panique, se précipitant vers l'arrière du bus. Sur l'écran de Dojin, le chat s'active avec une alerte révélant que le monstre s'appelle Chonchon, une bête de type papillon terrifiante. L'application explique que, étant né sans tête, ce monstre chasse les humains pour voler leur tête. L'avertissement précise qu'une fois qu'il a une cible, la créature chasse immédiatement de nouvelles victimes pour échanger constamment de tête. Le système note qu'il vient d'envoyer les informations de base, tandis que dans le monde réel, la bête abat brutalement un autre passager. Le monstre continue son carnage bruyant, prenant des vies à gauche et à droite, tandis que le chat délivre froidement des mises à jour sur l'embuscade. Du sang éclabousse les débris, et l'application commente avec désinvolture à quel point cela doit être brutal pour Dojin de s'adapter à cette nouvelle réalité. Le chat propose d'aider le jeune homme à survivre à ce cauchemar hostile, lui demandant directement s'il veut faire un marché. Accablé par le carnage, Dojin crie de toutes ses forces à Han Yui d'éteindre la lumière, tandis que le chat demande s'il veut une issue. Il crie dans une panique absolue pour qu'elle éteigne la lampe avant que la créature ne les repère et ne passe à l'attaque. Désespérée, Han Yui dit qu'elle essaye et se précipite pour éteindre le téléphone, tandis que Dojin lui demande de se dépêcher. Mais le monstre se fixe sur la source de lumière et se jette violemment vers eux, hurlant de manière assourdissante contre le faisceau. Avec une vitesse terrifiante, la bête attaque un gars en casquette qui crie d'angoisse alors que des griffes acérées s'enfoncent en lui. Juste après, une femme qui essaie de fuir est impitoyablement attrapée, poussant un cri de terreur pure alors qu'elle est soulevée dans les airs. Le monstre coince ensuite Jianwu, qui fige de terreur en regardant dans les yeux de la bête immense. Complètement impuissant, le tyran s'effondre en larmes, suppliant le monstre de le laisser tranquille. D'un coup rapide et impitoyable, la créature abat Jianwu, éclaboussant le bus d'une énorme quantité de sang. Dojin et Han Yui regardent la scène brutale en silence, complètement paralysés alors que des gouttes de sang tombent devant eux. Le corps sans vie de Jianwu s'écrase au sol, laissant une traînée de sang derrière lui. Dojin reste figé avec du sang sur le visage, regardant l'horreur sans pouvoir comprendre ce qui vient de se passer. Dojin attrape rapidement Han Yui et crie à tout le monde de fuir immédiatement. Ria se précipite juste derrière eux, pleurant de terreur alors qu'elle essaie de comprendre ce cauchemar vivant. Soudain, la bête vile se jette sur Ria et la frappe violemment au sol du bus, lui tirant un cri terrifié. En larmes et pétrifiée de peur, la fille murmure une supplication désespérée. En un clin d'œil, le monstre se tourne vers un autre passager, frappant mortellement avec sa griffe acérée. Le bruit écœurant des os qui se brisent résonne dans le bus alors que la créature poursuit son carnage. Un autre corps tombe sur le sol ensanglanté, prouvant que l'intérieur du bus est devenu un véritable abattoir. Jianwu saisit le bras de Yun Ria avec force pour la relever, lui ordonnant d'arrêter de pleurer et de se ressaisir. Il l'entraîne en criant à tout le monde de fuir pour sauver leur vie. Jianwu jette un regard en arrière avec une expression grave, réalisant que c'est leur seule chance de sortir sans se retourner. Il pense que les bêtes sont distraites par les autres victimes. En courant de toutes ses forces loin des débris, Dojin crie que leur seule chance est de plonger directement dans les bois. Une fois en sécurité dans la forêt, Yunria s'effondre en larmes, traumatisée par ce qu'elle vient de voir. Jianwu demande si elle va bien et fait une blague sarcastique sur le fait de lui apporter un café, essayant d'utiliser l'humour noir pour la sortir de sa panique. Le grand gars s'énerve, criant et jurant. Il continue de crier de frustration sur l'existence de ces bêtes étranges, mais le gars avec des lunettes lui dit de se taire. Han Yui s'énerve aussi,
demandant s'il prendra la responsabilité si les monstres entendent ses cris. L'homme devient furieux, demandant à qui elle pense parler, mais la fille lui répond avec attitude, ce qui l'énerve encore plus. Le gars bouillonne de colère tandis que Jianwu regarde l'argument avec un air épuisé. Jianwu s'approche de Do-jin, se plaignant qu'il fixe ce téléphone inutile et lui disant de le ranger avant de perdre son calme. Ignorant l'intimidateur, Do-jin voit une nouvelle alerte de chat célébrant son évasion. L'application avertit qu'il doit faire très attention aux blessures ouvertes, car les bêtes suivent l'odeur du sang humain. Le système explique qu'il est essentiel de masquer leur odeur pour échapper aux bêtes. Jianwu souffle de la fumée au visage de Do-jin, exigeant qu'il range le téléphone et fasse attention quand quelqu'un lui parle. Do-jin le fixe froidement et répond qu'il devrait éteindre cette cigarette. Jianwu est complètement choqué et enragé par la réponse audacieuse et le culot du gars, le regardant avec des yeux furieux. Il s'approche de Do-jin de manière agressive, mais le gars avec des lunettes s'interpose. Il essaye de calmer les esprits, rappelant à tous que les nerfs sont à vif et qu'aucun d'eux ne sait ce qui se passe dans cette forêt. Le gars avec des lunettes souligne qu'ils ont été déposés dans un territoire inconnu. Il fait un discours rapide, disant que c'est le moment de rester unis pour survivre, pas de gaspiller de l'énergie à se battre. Une des femmes panique et acquiesce, criant qu'il a totalement raison. Le gars avec des lunettes insiste sur le fait qu'ils doivent s'unir, mais est interrompu par une ombre massive passant dans le ciel, accompagnée d'un cri terrifiant. Les étudiants plongent dans la panique en réalisant qu'ils sont entourés de ces horreurs volantes qui les traquent. Le gars avec des lunettes essaye de garder son calme, criant à tout le monde de rester calme et promettant qu'ils peuvent s'en sortir s'ils agissent vite. Il leur rappelle que les bêtes n'étaient pas si rapides auparavant et ordonne à tout le monde de se baisser et de courir vers la partie la plus dense de la forêt. Soudain, Jianwu et Yunria hurlent de pure panique, avertissant le gars avec des lunettes de la menace mortelle juste devant lui. Le gars avec des lunettes se retourne, terrifié, figé sur place en voyant une des bêtes volantes planer juste devant lui. Il fixe la créature de près, réalisant que sa vitesse dépasse de loin ce qu'il imaginait, ne lui laissant aucun temps pour réagir. Mais avant que la bête ne frappe, un poing massif écrase la tête de la créature avec un coup violent et tonitruant. Un orque massif et musclé émerge des arbres et pulvérise le géant papillon d'un seul coup dévastateur avec son gourdin en bois. Le corps ruiné de la bête s'effondre au sol, soulevant de la terre tandis que les étudiants survivants regardent, totalement incrédules. L'orque vert pousse un rugissement tonitruant et terrifiant pour célébrer sa victoire écrasante sur le monstre volant. Un autre orque apparaît brandissant une épée massive, tranchant une autre bête en deux avec une précision déconcertante. Une orque femelle rejoint le combat, empalant un autre monstre volant avec sa lance, éliminant toute menace dans les environs. Les étudiants regardent le combat brutal, complètement figés, incapables de prononcer un mot de pur choc. Le gars avec des lunettes fixe les guerriers verts, totalement incertains de s'ils sont des alliés ou un cauchemar encore plus grand. Le dernier monstre volant tombe mort au sol, mettant fin à l'affrontement rapide et écrasant. Les orques se tiennent victorieux sur les cadavres, l'un d'eux levant fièrement la tête d'un papillon tué comme un trophée. Le gars avec des lunettes se demande quelle devrait être leur prochaine action, reconnaissant que les guerriers les ont sauvés, mais craignant toujours pour la sécurité du groupe. Un des orques fixe les étudiants, faisant remarquer qu'ils ne sont que de simples humains qui se faisaient déchirer par les papillons de la forêt. Le gars avec des lunettes lève les mains pacifiquement, essayant de calmer les bêtes en disant que son groupe est désarmé, blessé et ne représente aucune menace. Sans montrer la moindre pitié, un orque se jette en avant et abat le jeune homme, remarquant froidement que les humains sont des proies faciles. Le chef des guerriers verts fixe le reste du groupe avec un regard avide de sang, déclarant froidement qu'ils n'ont rien à discuter avec des humains. Désespéré par la brutalité soudaine, Jianwu recule pour protéger les filles, avertissant tout le monde de faire attention car ces monstres pourraient utiliser de la magie. Un autre orque regarde les corps au sol et se moque des humains futiles d'errants dans une forêt aussi mortelle sans porter une seule arme pour se défendre. Jianwu commence à transpirer de désespoir, maudissant en silence, n'ayant aucune idée de comment sauver sa peau et protéger ses camarades.
Un des guerriers lève une énorme hache de pierre au-dessus de Jian Wu, lui ordonnant de rencontrer sa fin, faisant se demander au garçon si c'est vraiment ici qu'ils périront tous. À la dernière seconde, Dojin crie, les appelant frères dans leur propre langue, provoquant un choc pur dans les yeux du chef orc qui interrompt son mouvement. Toujours tenant son téléphone, Dojin déclare fermement qu'il veut parler, laissant les autres étudiants complètement stupéfaits par son audace. Les guerriers verts sont totalement déconcertés et commencent à chuchoter entre eux en voyant un simple humain parler leur langue sacrée. Han Yui et Yun Ria regardent totalement choqués, incapables de comprendre comment Dojin et ses créatures géantes communiquent si parfaitement. Dojin continue de parler dans leur langue, les qualifiant de grands guerriers de la terre et leur demandant poliment de baisser leurs armes pour qu'ils puissent négocier. La scène se déplace au camp orc la nuit, rempli de huttes traditionnelles et d'un grand feu de camp au centre. Le chef guerrier arpente le camp, l'air sombre, déplorant le sort désastreux de son escouade d'exploration. En voyant ses soldats blessés, il s'inquiète de la façon dont il fera face au grand chieftain après avoir perdu tant de guerriers au combat. Un des orques demande s'il protège le trésor acquis grâce au sacrifice des guerriers, et le chef confirme que l'objet précieux est en sécurité. Il assure que la récompense obtenue par le sang de leurs alliés sera remise directement entre les mains du grand chieftain. Le guerrier insiste sur le fait que l'objet sacré a été acheté avec la vie de leurs hommes, et que pour le bien du clan, le chieftain doit revendiquer ce pouvoir. Il leur ordonne de s'assurer que l'artefact ne tombe pas entre les mains des humains traîtres qui sont attachés au sol comme prisonniers. Le garde s'approche du chef, confirmant que les soldats ont clairement entendu l'un de ces humains parler la langue orque avec une clarté cristalline. Le chef observe Dojin, notant ses vêtements étranges et suggérant qu'il pourrait être une trouvaille rare, peut-être un noble important parmi les humains. Han Yui chuchote à Dojin, lui demandant si son téléphone a une application de traduction et voulant savoir ce qu'il devrait faire pour sortir de ce pétrin. Elle panique en réalisant que ses mains sont liées et qu'ils ne pourront pas communiquer avec les créatures sans l'appareil à proximité. Le garde demande ce qu'il faut faire des captifs, et le chef répond que la décision ne lui appartient pas et repose sur d'autres épaules. Il s'éloigne, déclarant que les humains sont les ennemis éternels des orques et que le grand chieftain portera un jugement final sur leur sort. À ce moment-là, le chieftain de Targon fait une entrée imposante, reposant une énorme hache de bataille sur ses épaules et portant une armure lourde. Le redouté chef tribal s'approche lentement de Dojin, s'arrêtant juste devant le jeune captif avec un regard très sérieux. Targon le regarde avec suspicion, demandant s'il est vrai qu'un simple humain peut parler la langue sacrée de sa race guerrière. Dojin reste silencieux et le fixe, commençant à transpirer à froid alors qu'il essaie de rester calme face à la menace imminente. Le chieftain se moque de son silence, affirmant qu'il savait depuis le début que ce n'était qu'un bluff et qu'il n'a jamais cru qu'un humain pouvait parler orque. Targon lève sa massive hache de bataille avec fureur, déclarant avec mépris que les humains sont de nature des menteurs. Mais à la dernière seconde, Dojin esquisse un léger sourire et déclenche mentalement la commande de synchronisation pour jouer sa carte cachée. Il se souvient avoir demandé au chat d'expliquer le processus de synchronisation en termes simples, le système répondant qu'il commencerait à partager des pensées directement. L'application a expliqué qu'il pouvait communiquer sans le téléphone en puisant dans le mana local, incitant Dojin à demander quels étaient les véritables avantages. Le système a noté que le besoin de taper sur l'écran disparaîtrait, augmentant directement les chances de survie du jeune homme dans la nature. Le protagoniste a accepté l'offre, se rappelant que sa batterie était presque à plat et qu'il aurait besoin de l'aide de l'IA de chat pour survivre. De retour au présent, le système confirme avoir reçu la commande de synchronisation de Cha Dojin haut et clair et initie la séquence immédiatement. Une aura magique bleue enveloppe le corps de Dojin et l'application affiche une notification confirmant que la synchronisation a été un succès complet. La voix du chat résonne directement dans l'esprit de Dojin, lui demandant s'il peut l'entendre, et il confirme mentalement, juste au moment où la hache du chieftain s'approche. Le système demande dans sa tête comment il peut aider, et le jeune homme ordonne simplement d'activer la traduction linguistique pour qu'il puisse parler.
Dojin s'exprime à voix haute en orque parfait, saluant le chieftain Targon et laissant le géant complètement abasourdi par sa voix stable et confiante. S'adressant aux grands guerriers de la Terre, il demande fermement qu'ils lui enseignent leur langue de manière permanente pour qu'ils puissent négocier les termes. Le jeune homme dit qu'il veut parler et propose aux orques de baisser leurs armes lourdes pour discuter. Sans hésiter, le chef Targon abaisse sa massive hache, enfonçant la lame dans la terre juste à côté du garçon, comme un avertissement. Targon avertit froidement que connaître leur langue ne donne pas à un humain le droit de vivre, et qu'il a besoin d'une vraie raison pour l'épargner. Il pointe la lame ensanglantée vers Han Yui, déclarant qu'elle sera la prochaine victime et que les mensonges ne la sauveront pas. Han Yui se recroqueville au sol dans une panique totale, pleurant hystériquement à la vue du géant et demandant qui sont ces gens. Le chat explique dans son esprit que ces créatures sont des orques, une race de guerriers qui méprisent l'humanité plus que toute autre espèce. Le système garantit que si Dojin comprend leurs coutumes, il peut renverser la situation, demandant s'il est prêt à agir contre la menace. Targon donne à Dojin une dernière chance de dire quelque chose de convaincant, tandis que l'application demande s'il veut savoir comment sauver Han Yui. Han Yui fixe la lame ensanglantée avec terreur, tandis que le chat confirme dans l'esprit de Dojin que sa situation est critique. L'application dit à Dojin de garder la bouche fermée et de répéter exactement les mots qu'elle lui donne à partir de maintenant pour sauver la fille. Ne perdant plus de temps, Targon lève sa massive hache vers Han Yui, déclarant froidement que sa seule chance de s'expliquer est épuisée. Juste au moment où le coup descend, Dojin crie la phrase donnée par le système, faisant geler l'arme de Targon à quelques centimètres du visage de Han Yui. Toujours attaché, Dojin déclare haut et fort dans la langue du monstre qu'ils sont les véritables descendants d'un ancien guerrier sacré. Targon est laissé dans un choc total par cette révélation, regardant Dojin avec des yeux écarquillés alors qu'il essaie de comprendre ce qu'il vient d'entendre. L'autre chef orc observe la scène de loin et hoche lentement la tête, montrant un profond respect pour les mots de Dojin. Soudain, Targon frappe le sol de fureur avec le manche de sa hache, surprenant Dojin avec la puissance brute de l'onde de choc juste devant lui. Le craintif chef monstre s'agenouille solennellement devant Dojin en signe de profond respect et de loyauté envers la lignée sacrée. Han Yui est déconcerté par ce retournement soudain et chuchote, demandant ce qui se passe, mais Dojin admet qu'il n'en a aucune idée non plus. Jianwu et Yunria regardent la scène avec incrédulité, le gars réalisant que le nom que Dojin a mentionné doit avoir un poids énorme pour eux. Dojin murmure au groupe que, du moins pour l'instant, ce bluff a réussi à les maintenir tous en vie. Han Yui pousse un soupir de soulagement, disant qu'elle peut enfin comprendre la logique derrière cette situation folle. Le passager arrogant intervient, criant que les orques les ont confondus et exigeant que Dojin ordonne aux monstres de les détacher immédiatement. Il commence à crier bêtement le nom sacré encore et encore, se frappant la poitrine avec fierté devant les guerriers irrités. L'homme crie des insultes aux guerriers verts, exigeant agressivement qu'ils viennent le détacher sans plus de délai. Targon se lève dans une fureur, avertissant d'un ton menaçant qu'ils ne se sont pas agenouillés pour servir les descendants de ce guerrier. Il explique à Dojin qu'ils se sont seulement agenouillés par respect pour le sacrifice ancien, laissant Dojin tendu et sur le qui-vive. Le chef orc fulmine, criant que les anciens guerriers ont donné leur vie pour leur peuple et n'élèveraient jamais la voix avec un tel manque de respect. Les yeux pleins de rage, Targon conclut que, comme il le soupçonnait depuis le début, les humains ne sont rien d'autre que des fraudeurs menteurs. Il ordonne une exécution immédiate, et un orc lève sa lame derrière le dos du passager bruyant pour l'éliminer. L'homme ferme les yeux, tremblant de terreur, se préparant au pire alors qu'un coup métallique résonne près de sa tête. Cependant, il réalise qu'il est toujours en un seul morceau et ouvre les yeux, confus par ce qui a arrêté la frappe fatale du monstre vert. L'homme tremble de peur, la sueur coulant sur son visage, regardant avec choc le chaos qui éclate autour de lui. Un couteau aigu tombe au sol avec fracas, montrant que l'arme du soldat a été déviée par une force extérieure. Une bête volante attaque l'orque qui s'apprêtait à exécuter les captifs, enfonçant ses griffes dans son dos et déclenchant un chaos total. Un des guerriers crie dans la panique «
alertant le chef Targon que les redoutables papillons géants envahissent le camp. Des dizaines de créatures plongent du ciel nocturne, déchirant tout sur leur passage, alors que des cris terrifiés résonnent, annonçant que le camp est assiégé. Targon réagit instantanément, balançant sa massive hache pour abattre l'une des bêtes volantes qui tentait de l'attaquer par derrière. Il rassemble ses soldats, criant qu'ils sont les fiers guerriers de la terre et que même blessés, ces papillons ne sont pas de taille. Les orques rugissent de fureur avec des yeux rouges brillants, chargeant de front dans une bataille sanglante contre les monstres envahisseurs. Vous ? Je repère le couteau tombé à proximité et rampe rapidement, attirant l'attention de Dojin pour qu'il puisse le saisir et libérer le groupe. Dojin atteint le couteau et coupe rapidement ses propres liens, laissant échapper un soupir de soulagement alors que son mouvement improvisé porte ses fruits. Il se précipite vers Han Yui, lui disant de tendre la main pour qu'il puisse aussi couper ses liens, et la fille s'exécute rapidement au milieu du chaos. Soudain, la voix du chat résonne à nouveau dans l'esprit de Dojin, l'alertant qu'une nouvelle signature énergétique a été détectée à proximité. Alors qu'il commence à couper les cordes de Jianwu, Dojin demande ce qu'est cette énergie, et le système révèle qu'il s'agit d'un trait spécial. Jianwu demande de quoi il parle. Pendant que le chat explique qu'un trait représente une rencontre chanceuse dans ce monde étranger, l'application souligne que cette énergie mystérieuse pourrait s'avérer vitale pour assurer la survie de Dojin dans cette terre hostile. Pendant ce temps, Han Yui essaye frénétiquement de défaire les nœuds de Yunria, maudissant à voix basse la difficulté des cordes. Yunria la remercie en pleurant, mais Han Yui répond qu'elle le ferait pour n'importe qui, et qu'il n'y a pas besoin de remerciements pour l'instant. L'homme corpulent demande égoïstement à être libéré en premier, se demandant s'ils ont vraiment besoin de s'occuper du vieil homme attaché à côté de lui. Han Yui ignore ses plaintes et demande à Dojin avec inquiétude s'il a vraiment laissé tomber le couteau pour courir après quelque chose d'autre dans le camp. Elle se demande où il a bien pu filer, tandis que Dojin se glisse vers l'une des plus grandes tentes de monstres sans que personne ne s'en aperçoive. À l'intérieur de la hutte sombre, Dojin aperçoit le coffre en bois verrouillé que les guerriers gardaient si férocement plus tôt. Le jeune homme entre dans la tente et s'arrête juste devant le coffre mystérieux, hors d'haleine à cause de la course et de l'adrénaline. Il fixe le coffre en bois, demandant au système d'IA si cette boîte contient vraiment l'énergie mystérieuse. L'application confirme, demandant s'il se souvient comment tous les orques de l'équipe de reconnaissance étaient gravement blessés lorsqu'ils les ont rencontrés pour la première fois. Le chat explique que les monstres ont probablement subi de lourds dégâts en essayant de sécuriser le trait stocké à l'intérieur de ce coffre en bois. Le système conclut qu'il y a de fortes chances que l'objet stocké soit un trait précieux destiné à être présenté au grand chieftain. Dojin tend la main pour défaire le loquet du coffre, tandis que la voix du chat murmure, rappelant au jeune homme qu'ils sont sur le continent Carmen. Le chat explique que Dojin doit devenir exceptionnellement fort pour survivre, et qu'il existe de nombreux chemins pour atteindre cet objectif. Dojin ouvre le coffre en bois et découvre un cœur massif, lumineux et battant que le système identifie comme étant le cœur d'un ogre. Le chat révèle que les ogres sont des monstres catastrophiques d'une immense puissance physique, et que dévorer son cœur confère une force incroyable au consommateur. Alors que le jeune homme saisit l'organe étrange et sanglant, le système le met en garde sévèrement contre les risques graves encourus avant de le manger. L'application va droit au but, révélant que Dojin pourrait facilement perdre la vie s'il tente de consommer un tel pouvoir écrasant sans préparation. Elle explique que le cœur est de la mana cristallisée pure qui détruira et reconstruira son corps à travers une douleur agonisante et atroce. Le chat conclut en avertissant que les chances qu'il tombe dans un choc fatal sont élevées et que la décision de risquer sa vie repose uniquement sur Dojin. Dojin fait une pause, fixant l'organe, se remémorant toute la violence qu'il a vue depuis son arrivée dans ce royaume. Il se souvient de la vue horrible de la bête volante attaquant le bus et abattant des passagers sans aucune chance de riposter. Il se rappelle aussi des orques éliminant sans pitié le gars avec des lunettes juste après avoir anéanti les géantes mythes dans la forêt, et comment le redouté chieftain Targon a levé sa massive hache de guerre pour exécuter Han Yui sans montrer la moindre hésitation. Déterminé à changer la donne et à ne plus être une victime impuissante dans ce bain de sang, Dojin prend une décision extrême.
Il mord de manière désespérée et violente dans le cœur d'ogre encore battant, résolu à faire tout ce qu'il faut pour survivre. Dojin tombe à genoux sur le sol de la hutte alors que le sang coule de sa bouche, ressentant l'impact immédiat de son pari dangereux. Ses yeux s'écarquillent, et les veines de son visage gonflent de manière anormale alors qu'une douleur inimaginable commence à le déchirer. Le protagoniste s'effondre face contre terre, se tordant et crachant du sang alors que le pouvoir écrasant du monstre envahit ses veines. Il gémit de pure agonie et halète, tandis que l'IA du chat lui fait savoir que le processus d'absorption de mana a officiellement commencé. Le système avertit que son corps est restructuré par la mana et que la douleur va devenir bien plus insupportable. L'application le prévient qu'il doit rester conscient à tout prix, sinon il risque d'être complètement consumé et détruit par ce pouvoir. Le chat encourage Dojin, l'exhortant à surmonter l'angoisse ensemble, tandis que le jeune homme crie de douleur sur le sol sombre de la hutte. Dehors, un soldat s'approche de Targon, demandant la permission de faire un rapport complet sur les pertes du récent affrontement. Le guerrier commence à faire rapport sur l'attaque surprise des géantes mythes et comment les troupes ont géré l'embuscade. L'orc confirme avec soulagement qu'il n'y a eu aucune victime ni blessure grave parmi leurs troupes pendant le raid surprise. Targon se moque des mythes, déclarant que de simples insectes ne pourraient jamais abattre ces hommes et demande avec colère où sont passés les captifs humains. Le soldat répond que les humains ripostent, montrant Jian Wu se battant désespérément avec une épée contre une hache d'orc. Jian Wu est vu haletant et perlant de sueur froide, utilisant chaque once de force restante pour parer les coups du géant guerrier. Il prend une position protectrice devant Ria et Han Yui, serrant l'arme fermement avec des mains tremblantes malgré son épuisement. Ria crie son nom dans une panique totale, mais Jian Wu lui dit de se taire pour pouvoir se concentrer sur le combat. Les soldats orques commentent entre eux que le gamin se bat plutôt bien pour un humain normal, voyant qu'il n'a clairement jamais été entraîné. Targon s'approche et observe le duel, louant la détermination du garçon à prendre une épée et à protéger son groupe, disant qu'il a le cœur d'un guerrier. Le chieftain ordonne de finir Jian Wu avec l'honneur qu'un vrai combattant mérite, et l'orc porte un coup lourd que le garçon parvient à peine à parer. Les bras du garçon s'engourdissent sous l'impact, réalisant que la force brute du monstre vert est bien au-delà de celle des humains. Le guerrier continue d'asséner des coups lourds, forçant les armes à s'entrechoquer violemment sous le regard terrifié des filles. L'orc utilise son avantage physique massif pour écraser le jeune homme dans la terre, submergeant les bras épuisés de l'élève. D'un coup brutal et rapide, le guerrier parvient à désarmer complètement Jian Wu, envoyant son épée voler avec un coup net. La lame tourne dans les airs et se plante dans la terre de la forêt, laissant le jeune homme complètement vulnérable. Jian Wu jure de frustration en réalisant qu'il a perdu sa seule arme, fixant l'ennemi dans un pur désespoir. L'orc lève sa hache de pierre pour porter le coup fatal, tandis que le jeune homme déplore que sa vie s'achève si inutilement. Soudain, une ombre frappe, abattant l'orc d'une coupe rapide et précise au cou, interrompant l'attaque mortelle. Les yeux de Jian Wu s'écarquillent d'incrédulité, incapable de comprendre qui vient de le sauver de la catastrophe à la dernière seconde. Les autres soldats verts restent figés d'étonnement devant la vitesse aveuglante de cette embuscade inattendue dans les bois. Le corps sans vie de l'orc s'écrase au sol, révélant Dojin debout avec une épée ensanglantée, ayant l'air complètement froid et déterminé. Targon reste sans voix en voyant un humain ordinaire abattre l'un de ses guerriers, se rappelant que le garçon rampait au sol il y a quelques minutes. Dojin regarde le chef avec mépris, demandant avec espièglerie si son nom était vraiment Targon, se moquant de la prétendue grandeur du chef monstre. Il essuie le sang de ses lèvres avec un sourire confiant, commentant que le festin était fantastique. La scène coupe à la boîte en bois vide à l'intérieur de la hutte, confirmant que le cœur d'ogre battant a été complètement dévoré. Targon fait immédiatement le lien et commence à trembler de rage, maudissant Dojin avec toute la fureur dans sa poitrine. Le chef rugit de colère en réalisant que l'humain a mangé le précieux artefact de la tribu, se jetant en avant avec une attaque que Dojin bloque avec sa lame. Alors que leurs armes s'entrechoquent, le monstre demande s'il écoute, et Dojin répond calmement dans son esprit à l'application. Il demande à l'application quelles sont ses réelles chances d'abattre cette bête massive, et le système répond qu'elles sont inférieures à 10%.
Dojin demande s'il existe un moyen d'augmenter ses chances de gagner, mais le système avertit que c'est impossible avec ses statistiques actuelles. En entendant cela, le jeune homme demande des informations sur l'espèce et le système révèle que les orques étaient autrefois asservis et gouvernés par des humains dans le passé. À cause de cette histoire oppressive, les orques nourrissent une profonde haine pour l'humanité et ont un tempérament explosif. Dojin remercie l'IA pour les informations utiles, ce qui pousse le système à demander ce qu'il prévoit de faire ensuite. Le jeune homme remarque à voix haute que ces monstres sont assez sensibles quand leur nourriture est volée. Il pousse le bouchon plus loin, demandant si leur colère vient du fait qu'ils n'étaient pas assez fouettés quand ils étaient esclaves. Targon devient complètement fou de l'audace de l'humain, rugissant de rage et maudissant Dojin. Dojin demande moqueusement s'il a touché un nerf, tandis que le système lui-même est impressionné qu'il ait réussi à frapper un point sensible. Le système loue le jeune homme, expliquant que Targon est maintenant complètement déstabilisé, ce qui va sérieusement perturber son attention au combat. Le chef orc rugit qu'il va le déchirer, mais l'IA intervient en disant que les chances de survie du garçon viennent de grimper en flèche. La scène revient à un souvenir scolaire, montrant une feuille de papier vierge, demandant quel est son rêve ultime. Un jeune Dojin apparaît dans son uniforme scolaire, regardant pensivement le sujet en étant assis à son bureau. Un camarade commente qu'il va brûler le papier avec son regard, n'ayant rien écrit. Un autre gars se retourne, demandant si Dojin n'a vraiment aucun but ou ambition dans la vie. Le camarade prend une pause, se vantant que son rêve est de devenir un grand dealer, ce que Dojin trouve fou. D'autres élèves à l'arrière parlent d'argent, tandis qu'une fille plaisante qu'il n'en a même pas. Plus loin, des élèves taquinent Anhui sur le fait qu'elle passe sa journée collée à son téléphone avec cette appli IA. Collé à son téléphone avec cette appli de chat IA, l'ami dit à Dojin de ne pas s'inquiéter, le rassurant qu'un jour il trouvera vraiment quelque chose qu'il veut faire. Le jeune homme demande si son ami y croit vraiment, et le camarade répond fermement que oui, même si ce n'est pas un grand rêve. À ce moment-là, Dojin réalise qu'il a enfin trouvé un véritable but dans sa vie, et que ce but est simplement de rester en vie au milieu de cette lutte à mort. Le jeune homme demande au système ce qu'il faut pour gagner le duel, mais l'IA répond froidement qu'il n'y a pas de victoire ici. Réalisé que Dojin n'a pas saisi la nuance, le jeune homme demande avec confusion ce que signifie cette réponse négative. Le système précise que la probabilité qui a augmenté en provoquant l'ennemi était seulement sa chance de s'en sortir vivant. Alors que Targon attaque furieusement, traitant le garçon de rassale, l'assistant avertit que ses chances de battre le boss sont pratiquement nulles. Dans la panique, Dojin demande ce qu'il est censé faire, recevant l'ordre direct de viser le bas du corps de l'ennemi. L'IA explique que les scans montrent une blessure au genou sur la bête, rendant impossible la protection de son bas du corps. Le système prévient qu'il y a un gros piège dans ce plan, laissant le protagoniste très anxieux à propos de cette mise en garde. L'assistant souligne que l'expérience de combat de Dojin est brute et maladroite comparée à celle de l'orque, qui a survécu à d'innombrables batailles. À cause de cet énorme écart de compétences, le jeune homme risque d'être éliminé avant même de toucher le bas du corps. Éjecté au sol, Dojin se demande s'il peut vraiment réussir son coup et le système répond froidement qu'il doit simplement le faire. L'appli lui rappelle qu'il a avalé le cœur d'un ogre, ce qui signifie que ses statistiques physiques dépassent largement les limites humaines. Le système avertit sévèrement que s'il fait une erreur maintenant, tout le monde ici sera impitoyablement massacré par les monstres. Alors que Dojin charge vers l'ennemi avec détermination, la voix de l'IA résonne dans son esprit, lui assurant qu'il a ce qu'il faut. Le système insiste sur son conseil au cœur du combat, répétant qu'il doit viser bas s'il veut continuer à respirer. Les autres orques regardent depuis les côtés, notant à quel point le pouvoir du cœur d'ogre permet à un simple humain de tenir tête à leur chef. Ils ajoutent que même avec Targon blessé, l'instinct brut de combat de ce gamin humain est clairement loin d'être ordinaire. Pourtant, l'un des spectateurs verts affirme avec certitude que la chance de ce garçon humain s'arrête ici. Le guerrier orc observe que peu importe la force brute que ce cœur mystique a donnée au jeune homme, il reste un gamin inexpérimenté, sans aucune vraie expérience de combat. Soudain, Dojin fait un pas maladroit sur la terre glissante, commettant une légère erreur qui pourrait lui coûter cher.
Le spectateur orc note que tôt ou tard, le gamin allait faire une erreur de débutant à cause de son manque de pratique réelle. Targon repère immédiatement l'ouverture et se moque de son adversaire, affirmant qu'il n'a vraiment aucune expérience de combat. Mais, profitant de la baisse de garde du chef orc, Dojin se baisse et porte une coupe rapide et précise sur la jambe de son adversaire. Targon réalise avec choc que le garçon a feint la chute pour créer une ouverture. L'assistant IA loue ce coup astucieux, admettant qu'il ne s'attendait pas à une telle brèche contre le boss. Dojin demande à vérifier si le coup a touché le bas du corps du monstre, recevant une confirmation positive. Targon se moque de la légère blessure, affirmant qu'une coupure superficielle ne freine pas son élan. L'IA rétorque qu'elle n'a jamais dit que viser la jambe était censé le vaincre, car le vrai plan était autre. À cet instant, la terrifiante reine Chonchon émerge des ombres derrière Targon, révélant ce que le garçon avait réellement prévu. Le système révèle que cette bête est la matriarche des Chonchons à 3 têtes, ayant 10 fois la puissance d'un monstre standard. De plus, ces créatures sont obsédées par les humains et gardent de profondes rancunes, ce qui signifie qu'elles n'oublient jamais quand quelqu'un les attaque. La vraie raison de viser le genou de Targon était de le rendre incapable de bouger. Sachant exactement ce qu'il doit faire, Dojin crie à tout le monde de courir aussi vite qu'ils le peuvent pour sauver leur vie. En courant, Dojin presse le groupe de continuer, mais Han Yui se plaint, à bout de souffle, qu'il court trop vite pour elle. Jian Wu jure de frustration face à ce désordre, demandant où ils vont dans cette forêt sombre. Un des étudiants crie à l'homme plus âgé d'accélérer, mais il rétorque en disant au gamin de se taire pendant qu'il essaye de courir. Les yeux de Dojin s'écarquillent soudainement en apercevant quelque chose d'inattendu sur le chemin qu'ils suivent. Le protagoniste freine brusquement, laissant ses compagnons confus, se demandant pourquoi il s'est arrêté. Dojin murmure d'incrédulité en voyant ce qui se trouve devant eux, incitant Han Yui à regarder dans la même direction, ne comprenant pas ce qui se passe. À la surprise générale, il tombe sur un petit village caché dans cette forêt isolée. Le village a l'air rustique et calme, avec quelques lampes à huile éclairant les chemins de terre entre des clôtures en bois brut. Un des habitants jette un coup d'œil méfiant par une porte en bois après avoir remarqué l'arrivée de ces étrangers bruyants. Un autre villageois observe les nouveaux venus de près, avec un regard sombre et méfiant, à travers un cadre de fenêtres en bois. Han Yui commente que l'endroit est trop petit pour être une vraie ville, ressemblant plus à un simple poste de survie. Jian Wu remarque que les villageois semblent méfiants, mais rassure les autres en disant qu'ils ne semblent pas ouvertement hostiles. Han Yui s'énerve de ne pas pouvoir expliquer leur situation à cause de la barrière linguistique, laissant Dojin s'en occuper. Le chef du village regarde le jeune homme avec curiosité, lui demandant d'où viennent ces voyageurs étranges avant d'arriver ici. Dojin prête attention à ce qui vient ensuite. Il demande au jeune homme de ne pas mal interpréter la question, expliquant qu'il a besoin d'une réponse pour rassurer les villageois. À ce moment-là, le système IA alerte Dojin qu'il doit éviter de révéler qu'ils viennent de la Terre. Le jeune homme se demande pourquoi, et l'IA explique que révéler qu'ils viennent d'un autre monde pourrait les mettre en danger. Dojin invente une histoire de couverture sur un convoi de marchands attaqués par des orques recevant des éloges du système. Le vieux trouve l'explication simple et décide de dire aux autres villageois que les invités ne sont que des marchands bloqués. Le chef invite poliment le jeune homme à se lever et à le suivre, surprenant complètement le garçon par cette hospitalité soudaine. L'homme dit que puisqu'il se trouve dans son village, il est juste de les accueillir correctement et de leur montrer une chaleureuse hospitalité. Affalé sur la table, Han Yui se plaint d'être complètement épuisée par toute la folie de la journée, disant qu'elle veut juste une douche. Yunria convient que l'endroit semble au moins assez sûr, bien qu'elle n'ait toujours aucune idée de comment ils sont censés rentrer chez eux. Jian Wu se penche en arrière sur sa chaise, demandant directement ce qu'elle voulait dire par ce commentaire sombre sur leur avenir. Dojin fixe Jian Wu et demande quel est son problème, mais le délinquant répond simplement que l'histoire est trop compliquée. Han Yui leur dit de cesser de se chamailler, rappelant à tous qu'ils seraient tous 6 pieds sous terre maintenant, sans le courage de Dojin. L'homme d'âge moyen crie avec impatience « Combien de temps prend la nourriture ?» ce qui pousse l'un des gars à lui dire de baisser la voix à table. Han Yui tourne son regard vers la personne assise à côté du groupe, demandant avec curiosité qui est ce gamin silencieux.
Le garçon se présente timidement comme un étudiant nommé Yang Hain, laissant Han Yui émerveillé qu'un si jeune puisse suivre pendant l'évasion. Le chef du village revient à la table, remerciant tout le monde pour leur patience et annonçant qu'un repas chaud est enfin prêt. Alors que les habitants apportent la nourriture, le système d'IA avertit Dojin qu'il serait plus sûr de laisser les autres manger d'abord. L'aîné sert une simple soupe faite de volaille, chassée ce matin, avec des légumes locaux, s'excusant pour ce repas modeste. Dojin invite le chef à partager le repas avec eux et l'homme accepte avec plaisir, promettant de les conduire à des quartiers confortables juste après le dîner. La scène montre l'intérieur d'une pièce en bois cosy, doucement éclairée par la lueur chaleureuse de quelques bougies sur la table. Yoonria et Han Yui entrent dans la pièce, parlant avec enthousiasme de la gentillesse des villageois qui ont préparé un si bel endroit pour qu'elle se repose. Yoonria réfléchit à combien cette journée a été incroyablement longue et dangereuse, recevant un hochement de tête immédiat d'accord de son ami. Incapable de lutter contre l'épuisement après avoir couru toute la journée, Han Yui s'effondre sur le lit en bois doux, disant qu'elle est sur le point de s'évanouir de sommeil. Yoonria souligne qu'il n'y a qu'un seul lit dans la pièce, mais Han Yui dit que c'est tout à fait bien qu'elle se sert pour gagner de la place. Han Yui ferme les yeux et souhaite bonne nuit à son ami, et Yoonria répond chaleureusement avant d'essayer de s'endormir aussi. Un silence s'installe dans la pièce, alors que les filles parviennent enfin à obtenir un repos paisible après avoir survécu à tant d'épreuves de vie ou de mort. Leur sommeil est tenté par des souvenirs frais de la brutale bagarre de Jianwu contre les orques géants dans les bois dangereux. Dans son rêve, Han Yui s'imagine rentrant chez elle et voyant sa mère aimante à la porte, aspirant à la vie ordinaire qu'elle avait sur Terre. Des larmes commencent à couler sur le visage de la fille pendant son sommeil, exprimant silencieusement à quel point sa famille lui manque. Yoonria ouvre les yeux en pleine nuit, se réveillant soudainement sous la faible lumière de la lune filtrant par la fenêtre de la chambre. Elle essaye de fermer les yeux à nouveau pour retourner au sommeil, tentant de repousser l'épuisement et les mauvaises vibrations qui s'infiltrent. Dehors, le chef du village marche silencieusement à travers le village sous le couvert de la froide nuit. Un des villageois s'approche, l'appelant chef du village, et l'aîné reconnaît calmement sa présence. L'homme demande si ces prétendus marchands qui sont arrivés plus tôt dorment déjà, et le chef répond qu'il le croit. Le villageois commente qu'ils doivent être épuisés après l'attaque des orques, et l'aîné acquiesce. Mais soudain, l'ambiance devient sombre lorsque l'homme sort un poignard, disant qu'il faut éliminer tous les invités. Le villageois argue que les orques vont fouiller la région pour se venger après l'évasion des adolescents. Il prétend que la seule solution est de pendre les corps des faux marchands pour montrer aux monstres qu'ils ne résisteront pas. Yoonria se réveille en sursaut au bruit soudain à côté d'elle, laissant échapper un soupir confus. Le tueur pousse un soupir de soulagement après avoir porté le coup fatal à la jeune fille innocente. La fille pousse un cri de panique, ce qui pousse l'attaquant à lui ordonner de se taire. L'attaquant lui reproche de traîner tout le village dans sa chute, tandis que Yoonria pleure de terreur. Soudain, Jianwu surgit des ombres et frappe l'attaquant au visage, le faisant reculer. L'attaquant tente de frapper avec son couteau, mais Jianwu est plus rapide et lui saisit le poignet. Le villageois gémit de douleur après l'impact avec le sol, réalisant qu'il n'a aucune chance face à Jianwu. Le délinquant déverse sa rage dans des coups violents, déterminé à éliminer cette menace. Yoonria crie en panique qu'Ui a été poignardé, horrifiant le reste du groupe. Le jeune homme demande des instructions de premier secours, et le système répond qu'il faut stopper le saignement. Le système note que le coup était destiné au cœur, mais la lame a glissé, évitant de peu les organes vitaux. L'IA explique que dans ce monde fantastique, des potions magiques peuvent guérir des blessures physiques. Dojin demande où en trouver, mais le système prévient que le village de Shram est petit et qu'il n'y a aucune garantie d'en avoir une. Soudain, le chef du village arrive, grondant l'assassin de ne pas avoir éliminé d'abord les hommes du groupe, effrayant la jeune Yang Hain. Dojin dit à Ria de continuer à exercer une forte pression pour arrêter le saignement, et la fille balbutie en panique qu'elle le fera. Dojin exige avec colère de savoir ce que cela signifie et pourquoi il les attaque, mais l'aîné se contente de rire moqueusement. Le vieil homme prétend qu'il n'y avait pas d'autre choix,
et que parce que le groupe a provoqué les orques, les éliminer était le seul moyen de calmer la fureur de la bête. Dojin est horrifié qu'ils aient essayé de prendre leur vie si facilement pour ça, commençant à se demander si ce monde est vraiment si impitoyable. L'aîné ajoute avec dédain que d'autres solutions auraient pu exister, mais qu'il n'y avait aucun intérêt à chercher une alternative. Le vieil homme lui dit de réfléchir à pourquoi ils vivent dans une décharge isolée au lieu de la ville, amenant Dojin à comprendre la vérité. L'aîné révèle qu'ils n'ont nulle part où aller, faisant réaliser à Dojin avec horreur qu'il a affaire à une bande de bandits impitoyables. Le chef leur dit de ne pas s'inquiéter pour leurs compagnons reposant dans d'autres pièces, affirmant qu'il s'est assuré qu'ils soient tous pris en charge. L'aîné ordonne à ses hommes armés de s'approcher et de régler cela, entourant Dojin sans pitié au milieu de la pièce. Il se vante fièrement que ce village est un repère de coupe-gorge, et que mettre à terre quelques adolescents curieux est un jeu d'enfant pour eux. Mais Dojin réagit avec une rapidité fulgurante, assénant un coup de pied écrasant au visage d'un bandit armé, prouvant qu'il ne se laissera pas faire sans se battre. Dojin demande mentalement au système s'il y a quelque chose de particulier à surveiller dans cette bagarre, et l'IA répond qu'il n'y a rien à craindre. Le système lui rappelle que bien que ces hommes soient des voyous dangereux, le MC a consommé le cœur d'un ogre légendaire. Grâce à cela, il a complètement dépassé les limites humaines normales, ce qui signifie que ces voyous ordinaires ne sont pas à la hauteur de sa force. L'assistant ajoute que la vraie surprise se trouve ailleurs, éveillant la curiosité de Dojin sur ce que cela pourrait être. L'IA révèle que la véritable révélation est la performance impressionnante de Kang Geon-woo contre les bandits. Le système loue les instincts de combat du jeune homme, notant qu'il prend le contrôle total de la pièce de manière brutale. En observant la raclée unilatérale infligée aux bandits, l'IA conclut qu'il n'est plus nécessaire de surveiller le combat. Le système déclare officiellement la confrontation terminée, marquant une victoire écrasante et absolue pour Dojin et Jianwoo sur les voyous. Le chef du village tombe à genoux, tremblant de terreur et suppliant pour sa vie, n'ayant pas reconnu une telle figure de haut niveau, laissant Dojin confus. Le système explique qu'après avoir vu le pouvoir écrasant du MC, ce vieux rusé a commencé à faire ses propres calculs égoïstes. Lorsqu'on lui demande quel calcul il s'agit, l'assistant révèle que l'aîné a déduit que le jeune homme possède un trait de héros spécial. L'IA explique que des objets comme le cœur d'un ogre sont ridiculement rares. C'est pourquoi le vieil homme est si terrifié. L'assistant prévient qu'il n'est pas temps de perdre des minutes, tandis que Jae-han-woo s'approche, demandant quelle est leur prochaine étape. Dojin appelle le chef du village d'un ton ferme et autoritaire, faisant sursauter le vieil homme qui balbutie de pure panique. Le MC exige directement une potion de guérison, laissant Ria confuse sur ce que cet objet inconnu pourrait être. L'ancien essaie de mentir, prétendant qu'un petit endroit comme celui-ci n'aurait jamais un objet si rare, mais Dojin l'intimide pour qu'il cède, recevant les éloges de l'IA. Le jeune homme menace l'ancien, disant qu'il sera abattu par un porteur de traits s'il refuse de coopérer, et le système complimente ses compétences en manipulation. Terrifié par la menace mortelle, l'ancien abandonne son jeu, balbutiant qu'il garde bien sûr une potion dans le village. L'homme âgé crie à quelqu'un d'aller chercher le flacon dans sa chambre, mais Dojin le coupe, disant qu'il a encore besoin d'une chose de lui. Le jeune homme exige des informations fiables sur la région et un endroit vraiment sûr où son groupe entier pourra enfin se reposer en paix. L'ancien répond rapidement que la grande ville de Rundle est juste à proximité, nécessitant seulement une traversée de la montagne voisine. Il promet que la ville est sûre et exempte de hors-la-loi comme eux, où l'équipe du jeune homme peut se reposer sans aucun souci. Peu après, une villageoise apporte un flacon en verre contenant un liquide vert lumineux, demandant timidement si c'est la potion qu'il voulait. Dojin prend le flacon pour l'examiner, et l'assistant IA note qu'il s'agit d'une potion de soins de très basse qualité. Malgré la mauvaise qualité, le système confirme que la potion est suffisante pour soigner Anhui, poussant Ria à demander immédiatement comment l'utiliser. L'assistant leur indique de donner la moitié du liquide à la fille à boire et de verser l'autre moitié sur la plaie pour que son corps se rétablisse rapidement. L'ancien grogne amèrement face à cette défaite humiliante, déplorant de devoir gaspiller un objet si précieux pour sauver la vie d'un étranger. Las des murmures rancuniers du vieux lâche, Jianwoo lui assène un coup de poing puissant en plein visage, le faisant tomber au sol. Le délinquant le fixe avec dégoût,
l'appelant un morceau de déchet et déclarant froidement qu'il n'a jamais aimé l'ancien louche depuis le début. Do-jin s'approche de Han Yui pour vérifier son état, et la jeune fille répond du lit que la douleur dans sa poitrine a beaucoup diminué. Ria demande si la magie du flacon a réussi à engourdir la douleur, mais la fille admet qu'elle ne peut pas vraiment expliquer comment cela fonctionne non plus. Do-jin demande si elle peut bouger pour qu'il puisse se diriger vers la sécurité, et Han Yui répond fermement qu'elle peut marcher. Le système IA interroge le MC pour confirmer si leur prochaine destination est vraiment la ville de Rundle. L'assistant demande s'il prévoit de laisser les bandits locaux tranquilles, avertissant que laisser ses villageois en vie pourrait causer des problèmes plus tard. Do-jin répond dans ses pensées que les laisser derrière est acceptable, ce qui pousse l'IA à demander immédiatement quelle est sa raison. Le jeune homme explique que si l'histoire de l'ancien est vraie, ce village de bandits sera bientôt complètement anéanti par l'orque enragé. La scène se déplace vers la forêt noire, montrant la nuit profonde sous les ombres des arbres anciens entourant la région mystérieuse. Le bruit distinct des roues en bois, roulant sur la terre humide, rompt le lourd silence le long du chemin désert. Une luxueuse voiture en bois, tirée par de beaux chevaux marrons, avance lentement le long du sentier bordé d'arbres dans l'obscurité. Une belle jeune prêtresse en voile blanc note calmement que l'aube approche, recevant un hochement de tête d'accord de son partenaire. Le chevalier en armure à ses côtés ajoute que cela signifie qu'ils atteindront bientôt la sécurité de la grande ville de Rundle. L'homme plaisante qu'il sera enfin débarrassé de la prêtresse ennuyeuse, et elle rétorque avec irritation à son impertinence. Elle lui répond que cette attitude est précisément la raison pour laquelle il reste juste un simple épéiste, agaçant le chevalier. Ignorant les chamailleries, la prêtresse lui dit soudain de ralentir la voiture un instant, laissant le conducteur perplexe par l'ordre. Elle rit et remarque sarcastiquement qu'il ne comprendra jamais le cœur d'une femme, taquinant le pauvre guerrier avec son humour sec. Du sommet d'une colline, la magnifique forteresse médiévale de Rundle apparaît sous le ciel étoilé du matin. Vêtu de capes sombres, Do-jin et son équipe regardent la forteresse avec un soulagement évident. Le protagoniste retire sa capuche pour mieux voir et demande au système si cet endroit est vraiment sûr pour les survivants. Jianwu s'émerveille de l'ampleur de ce royaume, tandis que Yunria demande s'ils vont enfin avoir une pause à l'intérieur. Cependant, le système avertit mentalement Do-jin que pénétrer dans cette immense ville ne sera pas une promenade de santé. Do-jin réalise qu'il faut une identification ou un pass d'entrée pour entrer, concluant que la sécurité à l'intérieur doit être très stricte. Jianwu lui rappelle qu'ils n'ont aucun papier, et l'homme plus âgé s'inquiète en panique que se faire attraper à la porte signifie aller directement en cellule. Le système dit à Do-jin de vérifier Han Yui, qui est déjà sur son téléphone, plaisantant sur le fait de vouloir poster sur Instagram qu'elle a été poignardée. Le protagoniste s'approche et demande à voir de plus près sa blessure pour vérifier comment elle guérit, laissant la jeune fille gênée et rougissante. Elle crie, demandant pourquoi il veut voir sa blessure, et Do-jin répond calmement qu'il veut juste voir à quelle vitesse ça se ferme. Han Yui rétorque fermement qu'elle ne va pas lui montrer, ce qui pousse le jeune homme à demander innocemment pourquoi elle refuse. En se couvrant la poitrine de honte, elle s'écrie que la coupure est juste sur son torse, ce qui fait enfin comprendre au garçon avec un soupir calme. Il s'excuse. Alors que le système déduit de l'énergie de la fille que sa blessure a cicatrisé à un niveau acceptable, l'assistant avertit que même si elle est physiquement guérie, avoir été poignardée à l'âge scolaire peut laisser des cicatrices mentales profondes. Do-jin demande s'il n'y a vraiment aucun moyen viable d'entrer dans la ville de Rundle, et le système répond qu'en ce moment, c'est impossible. L'IA explique que la sécurité à Rundle est extrêmement stricte, sans aucune faille, nécessitant une identification appropriée de tout le monde. Le système renforce que, comme ils sont des étrangers d'un autre monde, le pire pourrait arriver s'ils se font prendre en essayant de s'introduire. Soudain, Do-jin aperçoit un mouvement étrange à travers les arbres des bois silencieux et s'arrête immédiatement pour mieux voir. À la grande surprise du jeune homme, la belle prêtresse qui voyageait dans la charrette apparaît, marchant seule le long du chemin de terre dans les bois sombres. Elle pousse un cri de surprise en voyant Do-jin bloquer son chemin, le regardant avec ses grands yeux bleus écarquillés. Pendant ce temps, le chevalier escortant la charrette sort de derrière les arbres et tire son énorme épée,
adoptant une posture défensive. Le soldat s'étonne de ne jamais avoir imaginé tomber dans une embuscade comme celle-ci devant les portes de sa propre ville. Dojin se déplace à une vitesse fulgurante et coince la prêtresse, tenant sa lame contre sa gorge, ce qui pousse le garde à demander avec colère s'ils ne sont que des bandits de la forêt. Le système IA panique, avertissant Dojin que ce mouvement est beaucoup trop imprudent en ce moment. L'assistant prévient qu'elle est une prêtresse officielle de la foi influente de Carmen, et la croisée entraînera de graves conséquences. Dojin dit qu'il a juste une question, tandis que le système remarque qu'attraper des épées dans le village était intelligent, mais pas pour faire quelque chose comme ça. Ignorant l'assistant, Dojin demande directement combien de personnes peuvent se cacher à l'arrière de leur charrette. Le chevalier répond que 5 ou 6 personnes pourraient tenir là-dedans, mais ajoute rapidement qu'il a aussi une question importante pour le garçon. Sensing la détermination inébranlable de Dojin, le système décide de le soutenir, déclarant qu'il appuiera ses actions et appels à partir de maintenant. Le soldat le défie, demandant quelle lame sera plus rapide dans un duel, tandis que le système se prépare à aider Dojin à le neutraliser. L'IA instructe Dojin à pointer fermement sa lame vers son adversaire et à concentrer toute son attention sur le combat. Le système conclut ses instructions, disant au garçon de ne jamais quitter des yeux sa cible pendant que l'ennemi charge. Le soldat se déplace avec une vitesse terrifiante, maniant sa grande épée à 2 mains avec l'aisance de quelqu'un qui s'est entraîné sans relâche toute sa vie. Ses yeux s'écarquillent en voyant la précision de la posture de son adversaire, concentrant toute sa puissance dans une frappe rapide et décisive. Les 2 lames s'entrechoquent violemment dans la forêt, projetant des étincelles brillantes qui illuminent brièvement l'obscurité froide du matin. Dojin gémit de douleur, ressentant une pression écrasante dans sa poitrine, réalisant avec choc qu'il a du mal à respirer à cause de l'impact du coup. L'affrontement fait glisser Dojin en arrière, sous les yeux vigilants et anxieux de la prêtresse, qui observe le statu quo sans bouger. Utilisant l'agilité boostée par le cœur d'ogre, Dojin parvient à sauter sur le côté, esquivant une attaque qui aurait pu lui être fatale. Le soldat aguerri observe la rapide esquive du garçon et se moque en son fort intérieur que tout se déroule comme il l'avait prévu. L'homme demande si Dojin manque de résistance à l'aura, laissant le garçon complètement confus sur la signification du terme. Le chevalier explique que l'aura est une puissance façonnée par le mana interne d'un combattant, se moquant du fait que le gamin manie une épée sans le savoir. Le soldat secoue la tête, murmurant qu'il a fini par trop parler à un simple bandit de la forêt qui va bientôt être mis à terre. Il pousse un cri signalant la fin du rapide affrontement, s'avançant avec une frappe lourde et impitoyable pour abattre son adversaire dans la clairière. Mais les yeux du chevalier s'écarquillent de choc total lorsqu'il voit le garçon en manteau gris bloquer avec succès son coup le plus puissant. Le soldat ressent l'impact solide, réalisant que la force physique massive de son adversaire dépasse largement les limites humaines normales. Ressentant la pression et la résistance de la lame adverse, le chevalier réalise avec choc qu'il fait face à un véritable porteur de traits. Dojin demande au système quelles sont ses véritables chances de gagner ici, et l'IA l'informe froidement qu'elles sont également très faibles. L'assistant révèle que le chevalier possède une puissance comparable à celle de Targon, ce qui amène le garçon à demander si le chef orc utilisait cette aura lors de leur combat aussi. L'IA confirme que Targon utilisait cette énergie, soulignant que Dojin ne s'en était tout simplement pas rendu compte à l'époque. Le système avertit sévèrement que cet ennemi armé est incontestablement bien plus fort et expérimenté que Dojin en ce moment. Pourtant, l'assistant lui rappelle qu'il possède suffisamment de potentiel brut pour porter un coup net, même contre des combattants de haut niveau comme celui-ci. L'IA garantit avec confiance qu'en travaillant ensemble, ils surmonteront cette menace, tout comme ils l'ont fait lors de leur précédent combat. Le chevalier Rundle fixe son regard sur le garçon, affirmant qu'il a déjà compris le véritable niveau de compétence de son adversaire. Il fixe Dojin de près et fait une remarque curieuse, disant que ce jeune intrus est incroyablement fort, tout en étant remarquablement faible en même temps. Le chevalier dit qu'il ne sait pas comment le garçon est devenu un porteur de traits, mais affirme avec confiance que le gamin a définitivement volé ce pouvoir. Le chevalier déclare froidement que c'est fini pour le garçon, se préparant à porter un coup final avec sa massive grande épée. Soudain, une lumière dorée éblouissante rayonne de la prêtresse.
interrompant le combat avant que quiconque puisse lancer une autre attaque. Le soldat Rundle interrompt immédiatement son mouvement, jetant un regard de totale confusion à l'action soudaine de la cléricale qui l'escortait. Dojin est également pris au dépourvu par cette interruption lumineuse, fixant la jeune prêtresse sans vraiment comprendre ses intentions. Élevant ses bras avec grâce, la charmante cléricale déclare paisiblement que cela suffit, ordonnant aux deux camps de se retirer. Le chevalier demande avec colère ce que signifie cet ordre, mais la cléricale l'ignore et dit qu'il devrait faire monter l'équipe de Dojin dans la carriole. Alors que le soldat s'énerve à l'idée de leur faire monter, les compagnons de Dojin s'approchent, confus par ce changement soudain de plan. Le chevalier, nommé Garen, argue furieusement que ces gens menaçaient sa vie, mais la prêtresse l'appelle d'une voix calme et posée. Affichant un sourire confiant et mystérieux, elle rassure son escorte qu'elle va très bien et qu'il n'y a rien à craindre. La scène se déplace à Rundel pendant la journée, montrant la grandeur et l'activité bourdonnante à l'intérieur des murs massifs de la forteresse. Les portes de la ville sont bondées de gardes royaux, vérifiant strictement les permis et documents de voyage de chaque voyageur à l'entrée. Maintenant, à l'intérieur de Rundel, Garen se plaint de ne jamais comprendre les décisions de la prêtresse, tandis qu'elle lui demande malicieusement ce qu'il a du mal à saisir. Alors que Garen se demande pourquoi elle a accepté de faire entrer les adolescents, Hui et Jianwu remarquent de l'intérieur qu'ils discutent de leur groupe. Garen lui rappelle avec colère que ses enfants menaçaient sa vie, mais la jeune fille lui taquine simplement, lui demandant s'il s'inquiétait vraiment pour elle. Elle lui demande en plaisantant si le chevalier a des sentiments pour elle, et il rétorque qu'il s'en soucie seulement parce qu'elle est sa cliente escorte. Soudain, deux gardes de la muraille arrêtent la voiture, leur ordonnant de présenter leurs identifiants pour un contrôle de routine obligatoire. La prêtresse se penche, se présentant comme membre de la foi Carmen, attirant l'attention du garde à la porte. Malgré son statut religieux, le garde de Rundel lui demande sévèrement ce qu'il transporte dans la grande voiture. Le soldat leur ordonne de tirer le rideau pour montrer l'intérieur, laissant Dojin tendu et assis en silence complet dans l'obscurité. Dojin se demande dans sa tête quelle devrait être leur première action en entrant dans la ville, et Lia répond que la priorité absolue doit être de se reposer. Alors qu'Hui s'étire avec fatigue, le système de soutien souligne que toute l'équipe n'a pas dormi et doit se recharger dans un environnement sûr. Le système explique que la deuxième étape consiste à rassembler des informations, car la base de données de l'IA sur ce royaume médiéval a ses limites. Le système conclut en disant que la troisième étape est de devenir plus fort, avertissant que l'équipe de Dojin ne survivra pas à ce continent hostile de cette manière. Hui demande s'il peut entendre ce que disent les gardes à l'extérieur, mais Dojin admet sérieusement qu'il ne comprend pas un mot. Le système suggère que le meilleur endroit pour rassembler des informations serait une guilde d'aventuriers, louant Dojin pour connaître la procédure grâce au webtoon. L'assistant de soutien renforce que la guilde est l'endroit où les rumeurs et les données circulent le plus, ce qui en fait l'endroit idéal pour dénicher quelque chose d'utile. Soudain, le rideau de la voiture se tire, et la prêtresse Carmen sourit chaleureusement, invitant les adolescents à sortir de leur cachette. Dojin est le premier à sauter et à poser le pied sur le pavé de Rundel, accueilli par la prêtresse, qui lui demande si quelque chose le dérange. La prêtresse ouvre les bras chaleureusement, les accueillant officiellement dans la ville animée et belle de Rundel sous le brillant soleil du matin. Han Hui est émerveillé par la beauté et l'énorme échelle de ce royaume médiéval fantastique, commentant avec enthousiasme à quel point il est incroyable d'y être. La prêtresse, qui s'appelle Elien, regarde Dojin avec chaleur, lui demandant s'ils sont soulagés d'être enfin entrés dans la forteresse de Rundel. Dojin la remercie sincèrement, admettant qu'après avoir tiré une lame sur elle dans les bois plus tôt, il ne s'attendait pas à recevoir une aide si généreuse. Elian lui dit doucement de ne pas s'inquiéter, expliquant gentiment que venir en aide à ceux dans le besoin est simplement la volonté de Dieu. Garen se tient à l'arrière, les bras croisés, grognant qu'il doit se rendre à la cathédrale de Rundel tout de suite, rendant son agacement parfaitement clair. La prêtresse ignore les plaintes de son garde et demande avec une véritable curiosité ce que le jeune voyageur en costume prévoit de faire ensuite. Dojin hésite, se demandant s'il doit révéler à cette mystérieuse femme qu'ils viennent d'un monde totalement différent. Il décide de rester prudent, pensant qu'il ne peut pas entièrement faire confiance à la prêtresse.
Il donne une réponse vague, disant simplement que les plans immédiats de son groupe impliquent de rassembler des informations locales importantes. En entendant cela, Élien sourit, devinant correctement que le jeune homme cherche probablement la célèbre guilde des aventuriers. Dojin confirme dans sa tête que l'objectif est de vérifier si d'autres personnes de la Terre sont présentes, se souvenant de la façon dont fonctionnent les guildes d'aventuriers dans les webtoons. Il remercie formellement Eliane pour toute son aide et dit respectueusement au revoir à la prêtresse et à son garde armuré. La prêtresse leur souhaite chaleureusement bonne chance pour trouver toutes les réponses qu'ils recherchent, regardant le groupe de Dojin s'éloigner vers la guilde. Garen observe les adolescents disparaître dans la foule, soulignant avec soulagement que ces enfants étranges sont enfin partis pour de bon. La jeune prêtresse laisse échapper un rire confiant, remarquant avec désinvolture qu'une fois qu'ils ont atteint leur destination, leur chemin se sépare enfin. Elle ajoute que, bien que bref et assez tendu, le temps passé ensemble dans la voiture était vraiment très divertissant. Garen s'éloigne en agitant la main, souhaitant la grâce divine à la prêtresse, espérant que le destin croise à nouveau leur chemin si l'occasion se présente. La scène coupe sur la façade en pierre imposante de la cathédrale de Rundle, s'élevant majestueusement vers le ciel bleu lumineux de l'après-midi. À l'intérieur de l'immense église, le grand prêtre Thomas se tient les bras ouverts, accueillant formellement la nouvelle arrivante. Le vieux clerc la salue par son titre complet, l'appelant prêtresse Élien, alors qu'il la reçoit à l'autel principal du Saint-Temple. Avec un air très sérieux, la jeune femme s'approche de Thomas, déclarant qu'elle a une affaire extrêmement urgente et confidentielle à discuter. Le grand prêtre Thomas révèle solennellement qu'il vient de recevoir un oracle divin, confirmant que le message correspond parfaitement à ce qu'Eliane a en tête. Le vieux clerc explique que les jeunes qui viennent d'entrer dans le royaume sont en fait des visiteurs venant d'une dimension totalement différente. Le vieil homme murmure pensivement que la grande prophétie a enfin commencé à se dérouler, demandant rapidement où se trouvent les enfants en ce moment. Elian répond qu'il se dirige probablement vers la guilde des aventuriers de la ville, mais rassure le prêtre qu'il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Marchant tranquillement dans la rue en pierre, Dojin est soudain pris au dépourvu par une lance pointée directement sur sa gorge. Le garde lui ordonne de s'arrêter immédiatement, tandis que la voix d'Eliane résonne, révélant qu'elle avait déjà prévenu la garde royale à l'avance. Le soldat annonce qu'ils sont des individus non identifiés, soupçonnés d'être entrés illégalement à Rundle sans autorisation officielle. De plus, l'officier révèle que l'équipage de Dojin est le principal suspect dans un horrible incident de masse qui s'est récemment produit au village de Shram. Le garde déclare qu'ils sont tous arrêtés pour meurtre, tandis que le système alerte Dojin que même l'IA n'aurait pas pu prévoir cela. Elian murmure que ses enfants portent un destin sombre et cruel, tandis que le système de Dojin lui demande frénétiquement de garder son calme. Elian déclare de manière cryptique que leur véritable épreuve commence maintenant, tandis que le système avertit que tout le monde va être jeté dans le terrifiant donjon de Rundle. Le capitaine de la garde ordonne à ses hommes de lier les enfants étroitement et l'assistant avertit Dojin qu'il n'y a aucune chance de s'en sortir vivant s'ils sont enfermés. Si vous voulez la suite, laissez un like et commentez ci-dessous.